Donc, bienvenue à la 37e vigile mars 2011. Nous sommes le 10 décembre 2011 et ça fait 8 mois qu'on est au Champ de Mars pour venir témoigner de notre indignation face au pour réclamer la destitution de Jean Charest. Vide démocratique du Québec et réclamer la destitution de Jean Charest. Donc, les gens viennent ici pour lire des textes, pour s'exprimer, pour faire des discours, et évidemment, il y a la parole libre. Donc, bienvenue à tout le monde pour la 37e, et place à la lecture de textes. J'arrive. J'attends un peu. Hey, on appelle ça tout le monde parle ou tout le monde en parle? Tout le monde parle? Ici, les vigiles, après ça, tout le monde parle. Ah ouais, tout le monde parle, tout le monde parle. OK. Je vais aller à la place de Thierry. Vas-y. C'est correct. Moi, j'ai 2 textes. OK. J'avais dit que je ferais des lectures. En 3e. All right. Le 5 arabe. J'ai carré Céline. Le Coran En arabe en plus. En arabe. Commencer par la fin. Ben, moi, je m'empêche d'amener des textes qui sont en anglais. Le Coran, ça se lit de la fin vers le... J'ai oublié mon arabe. OK, non, je vais prendre un autre. Aujourd'hui, c'est un numéro de stand-up comique. OK. Non, j'ai pris un autre philosophe oriental. OK? Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, il s'est inspiré de Sun Tse. Ah, j'ai pas pris le bon ton, c'est le cap. C'est trop. Vous l'avez été moi, bon. Un autre philosophe qui s'est inspiré de Sun Tse. J.R.M. Sauvé. OK. Le capitaine François. Les arguments de principe. C'est inspiré de la géopolitique et de l'art de la guerre. Je vais commencer par celui sur le moral. Sur le maintien du moral. Tu connais ça? Oui, c'est Sun Tse. Ah, ben oui. Le moral est comme un courant électrique qu'on ne voit pas, mais qui passe et agit. Sans courant, la machine électronique la plus perfectionnée du monde ne fonctionne pas. Sans morale, les systèmes économiques et politiques les plus sophistiqués ne fonctionnent pas, fonctionnent de travers. Sans morale, il n'y a pas d'agir au sens humain du terme. Sans morale, c'est la paralysie. On comprendra ici qu'il n'est plus que ça de moralité. Comme dans la dureté du mental. La dureté du mental. Moral avec un L et non LE. Le moral est relationnel. Il n'est pas rationnel. Il n'est pas rationnel au sens logique du terme. Le moral n'est pas logique, ce qui ne veut pas dire qu'il est illogique. À l'origine du moral, il y a la foi, la confiance et la relation suivie avec ceux et celles avec qui on vit et on fait affaire. À l'origine du moral, il y a la gratuité et le dévouement de tous ceux et toutes celles avec qui on s'implique dans une action de grande envergure et qui exige beaucoup de continuité, en commençant par une famille, puis une entreprise, et ainsi de suite. Quelles que soient les ignorances, les faiblesses, les échecs, l'entreprise se maintient dans le temps comme dans l'espace et continue de faire des progrès. Et si l'entreprise se maintient envers et contre toutes ces difficultés, c'est parce que le moral se maintient. Pour maintenir la morale, la première règle à suivre consiste à ne jamais commettre la moindre injustice envers personne et ne jamais laisser personne commettre la moindre injustice envers personne d'autre. Ce qui doit être corrigé doit l'être fermement, avec détermination et patience, mais sans animosité. Laisser quelqu'un dans l'ignorance, refuser de lui enseigner ce qu'il lui faut pour se débrouiller et réussir, c'est déjà une injustice. Ce n'est pas
pour soi qu'on s'est instruit, mais pour transmettre gratuitement aux autres qui n'ont pas passé pour les écoles. S'il existe un danger de nous faire exploiter contre lequel nous devons prendre des précautions, nous n'avons pas, par contre, le droit de garder pour nous-mêmes un renseignement ou un enseignement qu'il nous faut transmettre pour que quelqu'un d'autre puisse faire des progrès. Aussi, savoir quoi dire, quand et comment le dire, afin de ne provoquer aucune commotion chez personne. Il est évident qu'il est plus simple de n'avoir qu'un seul gouvernement d'État que de devoir vivre entre deux niveaux de pouvoir qui compliquent les situations les plus simples. Alors, c'était le principe du maintien du moral. Il y en a 13 principes. Tu as dû les trouver chez Sorti. Tu l'as-tu trouvé? Mais ici, ils sont appliqués à notre situation au Québec. Si je retourne au début, c'est long. Mais on est habitué avec Thierry. Je vais mettre les vues. Non, tu. M. Sauvé, c'est un ancien capitaine de l'armée canadienne. C'est-tu lui qui a été lancé il y a 2 jours? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, la connaissance des grands principes permet de trouver en toutes circonstances les solutions qui conviennent. J'aime ça. Qu'un territoire et un ensemble d'événements stratégiques de grande envergure nous ait permis à nous, descendants des colons de Nouvelle-France, non seulement de survivre dans l'adversité, mais de vivre et de progresser jusqu'à devenir un peuple et une nation, voilà qui est bien. Maintenant, c'est à nous d'apprécier, de décider et d'agir avec détermination, pertinence et célérité. À cette fin, nous avons besoin des assises de notre propre État. Voilà qui est parfait. Ce que nous devons décider, ce n'est pas de rester ou de sortir du sein du Canada. Expression déplacée et ridicule s'il en est une. Mais de la manière dont nous allons prendre charge de toutes nos affaires, sans inféodation aucune au pouvoir centralisateur, unitaire et arbitraire d'Ottawa. Certes, nous pouvons et nous devons coopérer dans la mesure du nécessaire, mais coopération et inféodation n'ont pas la même nature. C'est en des termes empreints de maturité et de détermination consciente que nous devons apprécier le contexte actuel et les situations qui se présentent. Partant, nous pourrons décider toujours avec pertinence et envergure stratégique ce qui nous convient selon les circonstances et agir sans crainte. On va prendre une pelle. Okay. Il nous a fallu 400 ans partir de zéro et arriver au stade de maturation avancée d'un peuple devenu nation, puisque nous avons les assises de notre propre État. D'autres peuples qui sont arrivés après 1200 ans, 1500 ans et davantage selon les circonstances. En géopolitique, il n'y a que les contextes et les situations. Aucun jugement de valeur n'est permis sur personne. Lui, c'est Mme Marois. De même, envers notre propre histoire, nous n'avons pas le droit d'entretenir le moindre sentiment d'infériorité envers nous-mêmes. Nous sommes ce que nous sommes là où nous sommes, point final. Il ne reste qu'à composer et à s'adapter aux conditions actuelles. Inutile, futile, stérile et dangereux de nous attarder sur les pots cassés. Nous avons de longues racines territoriales qui remontent beaucoup plus loin en arrière que ces 400 dernières années. Nos ancêtres de Normandie ont eu un État souvent jugé comme le meilleur du Moyen Âge. Ce travail a été accompli dans notre langue à nous, communément appelée le normand moyen. Et c'est avec notre langue, le français formel, que cette fois nous fondons l'État du Québec. Dans les conditions actuelles, alors que l'anglais, en tant que langue commerçante et de domination, doit céder peu à peu sa place au mandarin, que l'allemand prend sa place comme langue dominante en Europe, le français devient, par décision de la Chine, la langue de la diplomatie internationale
à cause de sa clarté, sa précision, son absence d'ambiguïté. Ça réfère, je m'excuse là, mais ça réfère à une décision récente de la Chine de rédiger ses documents internationaux en français. OK? Intéressant. Comme le mandarin, le français est une langue exigeante et qui mène vers de grandes réussites lorsqu'on la connaît à fond. L'effort pour bien l'apprendre en vaut la peine. En général, 20 ans d'efforts sont nécessaires pour apprendre une langue formelle. Maintenant que nous savons pourquoi et comment nous sommes devenus une nation, nous devons apprendre ce que sont les assises de l'État. Un État comprend 5 dimensions de base. Un territoire, une histoire ou une période formative, des savoirs, des pouvoirs et un vouloir. En somme, un État est une société politique apte et capable d'agir par elle-même. Un État n'est pas une société inféodée à un autre pouvoir et d'autres intérêts. Le gouvernement d'un État doit s'appuyer sur 13 principes fondamentaux: l'appréciation rigoureuse et correcte du contexte, l'appréciation de la situation, la détermination et le maintien d'objectifs réalisables et praticables en termes de temps et d'espace, le maintien du moral, la concentration de l'effort dans l'espace et le temps, l'économie de l'effort, la simplicité, la souplesse, la sécurité, la surprise, la coopération, la coordination, l'administration et logistique. En pratique, on commence par logistique. En principe, on commence par le dernier, puisque l'administration et la logistique conditionnent tous les éléments matériels nécessaires au fonctionnement de l'État. Ces éléments sont en place au Québec, et la preuve est que l'administration et la logistique québécoise font fonctionner 2 États. L'État fédéral, avec sa capitale unitaire et arbitraire, et l'État provincial qui possède tout ce qu'il faut afin de se poursuivre comme gouvernement d'un seul État. Même en supposant que la coordination et la coopération soient adéquates entre ces 2 niveaux de gouvernement, elle ne peut être aussi efficace qu'une concentration des moyens et de l'effort dans un seul gouvernement. On pourrait alléguer que le seul gouvernement d'Ottawa pourrait faire tout le travail et déposer définitivement le gouvernement du Québec, comme le veulent certains fédéralistes unitaristes. Mais c'est oublier que le gouvernement d'Ottawa travaille pour les intérêts concentrés à la bourse de Bay Street à Toronto, non pour le Québec, qui a été et demeure inféodé et subordonné à des intérêts étrangers aux préoccupations québécoises. Dans le cas inverse, que le gouvernement d'Ottawa cesse toute activité au Québec et que le gouvernement du Québec devienne le seul gouvernement de tous les Québécois, la coordination, la coopération, la concentration et l'économie de l'effort deviennent plus aisément réalisables. De même que l'application des principes de simplicité et de flexibilité. Le 3e principe, détermination et maintien d'objectifs praticables et réalisables en termes d'espace et de temps, s'en trouve également avantagé par le fait qu'un seul gouvernement d'État installé depuis sa fondation au premier centre de gravité du Québec, dans le lieu géographique le moins vulnérable. L'appréciation du contexte. C'est le premier principe de toute stratégie d'envergure, qu'elle soit celle d'un État, d'une oligarchie, d'une institution ou d'une entreprise. De ce principe rigoureusement appliqué dépend l'action qui s'en suivra. S'il faut commencer à partir de quelque chose, on commence avec l'appréciation du contexte et partant, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe autour de nous? En quoi et comment sommes-nous affectés? Qu'est-ce que le contexte? C'est l'ensemble de tous les éléments qui entrent dans la réalisation lourde et causale dans laquelle nous vivons à chaque instant. Cette réalité, c'est d'abord le milieu ambiant avec lequel nous devons composer, comprenant la géographie des lieux sur le plan local, puis sur une étendue plus large et finalement en dehors des domaines immédiatement concernés, dans la mesure où le monde extérieur nous intéresse parce que nous en subissons l'influence directe ou indirecte. Le contexte, ce sont les communications dont nous profitons immédiatement et dont nous pourrions profiter davantage, comme par exemple le port de mer à proximité, les lignes de chemin de fer, les autoroutes et les aéroports. Le contexte, ce sont aussi les saisons dont nous subissons l'influence et auxquelles nous devons nous adapter. Ce n'est pas du déterminisme philosophique, comme le veulent certains cuistres et savantasses subventionnés pour semer la confusion dans les esprits.
Il n'y a ni théorie ni modèle abstrait en géopolitique, ni en stratégie d'État, parce que la réalité est toujours en marche et toujours en avant de nous. Elle est concrète, matière et forme. Elle est continuité. Ses racines remontent loin en arrière et influencent le présent et l'action à entreprendre. Personne ne peut ignorer la réalité et réussir. Toute action s'accomplit à partir de la vérité, à partir de la réalité radicale et du réel rationnel. La réalité radicale. C'est bon, ça me donner une chance. On parle de la réalité, voilà. La réalité est radicale, non pas radicaliste au sens philosophique et abstrait. On ne peut l'ignorer sans risquer l'échec. L'action est fondée sur ce qui est fait et accompli, ce qui est déjà là et qui s'offre à notre agir et nous sert de principe et de régulateur. La réalité est semelle factive. C'est un mot assez rare en philosophie. La semelle factivité interdit de dire non, ça ne se peut pas. Alors que ce qui est fait est bel et bien sur place et disponible. Nous ne devons pas regarder en arrière, sauf pour saisir les continuités de l'existence et non pour se construire un univers négatif de reproches qui ne cesse jamais. Le progrès, c'est maintenant et en avant de soi qu'il se trouve. La réalité est continue, la continuité étant un fait de nature. La science a bien trouvé que la nature obéit à la loi du progrès continu depuis le premier instant de l'existence du monde dans lequel nous vivons. Qui aurait débuté par un simple atome d'hydrogène qui contenait la commande pour tout le reste qui s'ensuit? Cette continuité vers le progrès ne s'est jamais démentie. La réalité est royale en ce sens qu'elle nous invite et nous incite à agir et à dépasser ce qui est déjà sur place et peut progresser davantage. Les anciennes royautés proposaient un progrès limité par les aptitudes réduites des familles dites royales. La nouvelle royauté propose à chacun et chacune de devenir roi et reine dans son domaine respectif par sa compétence, sa disponibilité, sa générosité, sa volonté de toujours avancer et progresser, ce que les anciennes royautés ne pouvaient faire. Leurs châteaux et leurs palais ne sont ni économiques ni aussi confortables et agréables que les aménagements actuels. Les moyens de transport actuels dépassent sans mesure les anciens carrosses et navires royaux, tant en confort qu'en qualité et sécurité. Le niveau d'instruction et d'éducation du monde actuel, toujours remis en question, dépasse de beaucoup, et chez une majorité grandissante de gens, les niveaux atteints par les princes, princesses, empereurs et impératrices des temps passés. Le royaume n'est pas, la royauté n'est pas dans les châteaux et les palais, mais dans la réalité vécue chaque jour et qui nous incite à agir et à aller encore plus loin dans tous les domaines d'activité de la vie courante, sans risque de nous épuiser, de nous détruire, mais à la condition de tenir compte de tous les principes qui gouvernent l'action d'envergure. Pour nous, au Québec, la royauté, elle est chez nous, dans le travail et l'accomplissement qui est le nôtre sur notre territoire. De plus, nous avons aidé les institutions et entreprises anglaises, royalistes et orangistes, à aménager les autres territoires qui nous entourent dans l'espace continental canadien. Aux États-Unis, nos institutions religieuses ont construit des centaines d'hôpitaux, de dispensaires, d'écoles et de collèges, et même une université célèbre. Nous l'avons fait parce que le Québec est la tête de pont naturel vers l'intérieur de l'Amérique du Nord d'une part, vers l'Europe et le monde de l'autre. Si nous avons réussi, c'est parce que nous avons su, inconsciemment peut-être, mettre en pratique les principes de stratégie d'État dont nous devons prendre conscience maintenant avant d'aller plus loin. Et passons au deuxième principe, l'appréciation de la situation. Bon, je vais vous lire encore celui-là, parce qu'après ça, on retombe au maintien du moral. Après ça, je prendrai une pause. Si le contexte est la réalité qui impose ses contraintes d'une manière continue, la situation s'impose immédiatement. En cas de nécessité, et la nécessité n'a pas de loi, elle peut exiger une décision rapide, mais en général, elle incite chacun et chacune à agir en toute liberté. La situation
c'est le réel relationnel qui dépasse la réalité causale et radicale. La situation, c'est qui est proche de nous, qui on connaît, avec qui on fait affaire, qui est avec qui et qui est contre qui. La situation, c'est savoir à qui on peut se fier, tant pour les petites choses que les grandes choses. La situation, c'est qui on peut croire et qui on ne peut pas croire. La situation, c'est savoir à qui on peut dire « tu » et communiquer en réciprocité agissante et profitable. La situation, c'est qui on a besoin pour atteindre les objectifs principes suivants avec concentration et économie de moyens. Deux autres principes qui occupent une position centrale en géopolitique et stratégie d'État. La situation, c'est aussi l'appréciation de l'adversaire, son identification rigoureuse et sans préjugés, ses possibilités et ses limites. En stratégie, selon le vieux Sun Tzu, il ne faut jamais oublier que l'ami d'aujourd'hui peut devenir un adversaire demain et que l'adversaire d'aujourd'hui peut devenir l'ami et l'allié dont on aura besoin demain. Cette sagesse comprise par beaucoup d'orientaux, dont les Chinois, n'est pas encore dévolue aux Occidentaux. En somme, il faut prévoir ménager l'ennemi et prendre avec les amis les distances objectives qui s'imposent. La nature humaine est capable de singuliers revirements. La situation, c'est aussi l'état moral de tous les concernés dans un problème d'envergure. Il faut donc définir ce qu'on entend par le moral. Et le moral, je vous ai lu cette partie-là. En deux mots, la géopolitique, c'est avoir deux têtes et pas de cœur. Parce que pour l'avenir d'une nation, il faut faire abstraction totalement de tous nos sentiments. Pas d'émotion, juste la rationalité. Donc j'ai deux textes à lire. Je vais en lire un, ensuite je vais laisser un autre texte et puis je vais en lire un autre pour pas abuser des textes. Et puis c'est ça, l'idée c'est de faire l'avocat du diable là, et puis bon, vous connaissez ma ligne de pensée qui est beaucoup souvent contre qui définit la contestation, qui définit les lignes de pensée principales ambiantes là, au Québec. Il y a les universalistes et les mondialistes, et il y a les indépendantistes et les internationalistes, si on veut. Donc c'est deux catégories. Internationalistes, indépendantistes, mondialistes, universalistes. Et puis, bon, il y a peut-être beaucoup de gens qui l'ont lu. C'est un texte qu'il y avait dans le Voir le 4 décembre, écrit par Jérôme Lucier. Et puis, donc, je vais vous lire son texte. Et puis, par la suite, après les autres lectures de texte, je vais lire une réponse dans les commentaires que j'ai trouvé intéressante. Donc, ça, c'est le texte de Jérôme Lucier. Doléance pour un Québec dépassé. Ce n'est pas de l'idéologie de croire que le bilinguisme constitue un avantage et de vouloir en faire bénéficier ses enfants et ses concitoyens. Ce n'est pas naître pour un petit pain de rêver que sa fille étudie à Stanford, que son fils travaille à Shanghai, que son neveu boxe à Las Vegas ou que sa nièce défile à Milan. Ce n'est pas une perversion de préférer Bon Hiver à Paul Pichet, Adèle à Céline, les Beastie Boys à Loco Locas, mais d'aimer aussi Jean Leloup, Arcade Fire, Malajube et Beau Dommage. Ce n'est pas de la rectitude politique d'affirmer que les questions environnementales, culturelles et économiques de notre époque dépassent le cadre des politiques nationales. Ce n'est pas une religion de constater que Facebook, Twitter et Internet permettent de découvrir et entretenir en temps réel des communautés qui se moquent des frontières. Ce n'est pas cynique de rappeler que l'univers ne commence pas à Hull et qu'il ne se termine pas à Gaspé, et que les lois et les espoirs du Québec n'ont pas de portée extraterritoriale. Ce n'est pas une trahison de concéder que le Québec ne représente que 0,1% de l'humanité et que son statut constitutionnel n'y est pour rien. Ce n'est pas naïf de dire que le Québec a autant, sinon plus besoin du reste du monde que le reste du monde a besoin du Québec. Ce n'est pas de la haine de soi de contempler sans complaisance ce qui pourrait rendre notre langue et notre culture sans attrait pour des immigrants ou des visiteurs. Ce n'est pas déplacé de suggérer que le copinage, la corruption, les mauvaises écoles et les hôpitaux dysfonctionnels nuisent davantage au Québec que l'université McGill.
Ce n'est pas fédéraliste d'être exaspéré par ceux qui parlent davantage de la nuit des longs couteaux que du décrochage, du soin des personnes âgées et du suicide au Québec. Ce n'est pas de l'acclaventrisme de refuser d'imposer sa langue à quelqu'un qui la rejette, comme on refuserait de forcer une femme à nous aimer si on échoue à la séduire. Ce n'est pas être à genoux de respecter la liberté des autres comme on souhaiterait qu'ils respectent la nôtre. Ce n'est pas du nombrilisme de considérer qu'il y a en matière culturelle une sphère intime qui échappe autant à la supervision de l'État que la chambre à coucher. Les feuilles sont collées. Ce n'est pas être défaitiste de plaider que même dans la défense d'une langue et d'une culture, la fin ne justifie pas toujours les moyens. Ce n'est pas être vendu de douter de l'utilité d'une politique d'hostilité envers les serveuses anglophones comme mode de promotion de la langue officielle. Ce n'est pas être colonisé de parler anglais à l'occasion à Montréal, une ville qui a toujours été bilingue et cosmopolite. Ce n'est pas de la gentillesse excessive de tolérer sans colère la présence de gens dont la langue, les idées et la culture diffèrent des nôtres. Ce n'est pas de l'amnésie de revendiquer pour les Québécois d'aujourd'hui une identité qui n'est plus celle de leurs ancêtres de la Nouvelle-France. Ce n'est pas une hérésie de supposer qu'une nouvelle génération se reconnaisse davantage dans certaines valeurs universelles que dans un désir d'homogénéité culturelle. Ce n'est pas de la propagande de soutenir que le contrôle politique, culturel et linguistique ne peut plus s'exercer en 2011 comme en 1971. Ce n'est pas déconnecté de sentir, comme Dany Laferrière, qu'il est urgent de sortir le Québec du Québec. Ce n'est pas complexé d'être convaincu que le Québec est plus fier quand il affronte la concurrence et triomphe que quand il s'isole et se déclare gagnant. Ce n'est pas faible d'imaginer que nous sommes plus forts quand on montre ce qu'on sait faire, quand on interdit aux autres de faire différemment. Ce n'est pas suicidaire de proposer que le Québec a plus à gagner à participer à la mouvance contemporaine qu'à tenter en vain de se protéger du reste du monde. On reconnaît Sarkozy dans ce texte. Et donc ça, c'est la réponse. Ben, tant qu'à y être, je vais lire la réponse tout de suite. Là, tant qu'à... Donc ça, c'était, comme vous avez pu le constater, l'universaliste, le mondialiste, le branché moderne qu'il y a un peu partout au Québec. Surtout quand on parle des nouvelles générations là, qui ne veulent plus rien savoir du passé, etc. etc. Fait que ça, c'est une réponse de Mathieu Vaillancourt. Bon, il avait fait un commentaire dans l'article du Voir, et puis lui, un blog. Fait que j'ai été chercher sa réponse dans son blog. J'ai pas été chercher la réponse de Jean-François Lisée, parce que lui aussi a fait une réponse où il répondait thème par thème, ces choses. Mais moi, j'aimais mieux celle de M. Vaillancourt. Jérôme Lucier, chroniqueur à l'Hebdo, Voir, a publié quelque chose que je n'aime pas. Des doléances pour un Québec dépassé. Selon ses propres mots, je n'aime pas le ton, je n'aime pas l'idée, tout est trop usé et prémâché. J'ai répondu, voici. Monsieur Lucier, je ne vous en veux pas pour ce que vous avez écrit. Vous avez le droit d'écrire même si c'est n'importe quoi. Vous avez le droit de parler même si vous faussez en placotant. J'aimerais savoir à qui s'adresse cette logorée de poncifs accusateurs. À quel visage désirez-vous cracher votre salive sucrée? Je vois. Vous êtes un de ceux qui aiment se raconter des histoires dont ils sont les propres héros. Vous êtes un Don Quichotte en guerre contre ces vilains moulins. Votre petite histoire pleine d'ennemis imaginaires est affichée d'un faux héros larmoyant avec émotion la vertu d'un combat ridicule qu'il s'invente pour se sentir grand et fort. Est triste à en pleurer. Oui, Monsieur Lucier, j'ai failli pleurer à la lecture de votre texte, et ce n'est pas de fierté, de bonheur ou de courage. J'ai failli pleurer devant l'infinitude de vos prétentions creuses et autocomplaisantes. J'ai failli pleurer de rage devant le mépris adolescent révolté que vous affichez pour la mémoire de nos ancêtres dont vous taxez les aspirations intimes sans jamais oser le dire, d'obscurantisme et de xénophobisme. J'ai grincé de colère devant votre mépris facile pour eux qui n'avaient peut-être pas votre instruction globalisée, votre conscience mondiale macédoine baignant dans le jus inodore et incolore, mais ô combien indigeste de vos valeurs universelles, mais qui possédaient un amour vrai et vivant de leur terre, d'une terre tellement concrète, solide, chaude ou froide, qu'ils pouvaient en sentir l'odeur et mesurer la consistance et toute sa richesse,
quand il mettait sueur et sang à la retourner pour bâtir ce pays dont votre fine vanité de citoyen du monde vous fait aujourd'hui détourner les yeux, l'esprit, la langue et le cœur au profit de la suprême idéologie d'une uniformisation de partout et tout le temps. Votre analyse? Voici bien là un ramassis d'un grand n'importe quoi aux valeurs prétendument supérieures et qui vous font donc vous sentir, pour être leur prophète, comme quelque chose de plus grand, de plus universel, qui ne saurait être contenu dans le petit Québec. Votre texte, un miroir autocomplaisant des idées universalisantes, dans lequel vous vous mirez vaniteusement en fredonnant « Dis-moi qui est le plus beau ». Mais je ne vous en veux pas. Ce n'est pas vraiment votre faute, c'est la faute à notre temps et à sa prétention vicieuse de vouloir nous forcer à se croire plus intelligents, plus grands et plus ouverts pour être partout ailleurs, baragouinant n'importe quelle langue et avec n'importe qui, bien assis sur son derrière dans un chez-soi dont on a oublié le nom pour avoir en main un ordinateur branché sur toute la planète. Vous vous êtes fait avoir, vous le savez, vous le daignez, vous vous vengez sur ceux qui restent, vous vous sentez soulagé, vous êtes bien branché. Félicitations! Don Quichotte a une page sur Facebook et tweet maintenant ses lubies accusatrices. Monsieur Huissier, je vais vous dire une chose que votre sens de l'histoire, de la patrie et de la grandeur, malade d'anémie pour ne se nourrir que de cochonneries universelles sans vitamines identitaires, ne comprendra certainement pas, mais peu importe. Monsieur Huissier, vous ne serez jamais plus grand que le Québec. Votre petite histoire personnelle ne sera jamais plus grande que sa grande histoire. Votre petit placotage stérile ne sera jamais plus grand que la richesse et la couleur de son français pluriséculaire. Votre petit passeport tamponné d'un couvert à l'autre n'aura jamais la valeur d'une poignée de terre d'ici, dont vous pouvez sentir la texture riche et l'odeur vivante tout en la laissant filer entre vos doigts. Tous vos diplômes prestigieux émis de temple du savoir parmi les plus grands du monde ne vaudront jamais une seule minute de la mémoire vivante de nos ancêtres dont le travail acharné est encore sous nos pieds et son fruit dans nos bouches. Monsieur Lucier, vous ne serez jamais rien de mieux qu'un Québécois, un homme d'ici. Peu importe que vous souhaitiez être de la terre entière, et en parler toutes ces langues, posséder toutes ces terres et y voyager comme dans un seul grand monde, tout en maîtrisant tout son savoir, peu importe votre fausse guerre et vos faux ennemis qui vous font aujourd'hui tenter de redéfinir sauvagement l'identité québécoise pour la remodeler à votre image universalisée, comme un quelque chose d'un tout et d'un rien virtuel qui n'a ni passé ni avenir et qu'un présent sans nom à crier et sans corps à défendre. Votre adolescence de citoyen du monde, aveuglément révolté contre toute autre histoire que la sienne et contre tous ceux qui passèrent avant lui, même s'ils lui procurèrent un nom, une langue, une terre et une histoire à raconter, ne saura durer éternellement. Un jour, peut-être après quelques douleurs qui vous désillusionneront, vous vous souviendrez. Vous vous souviendrez d'ici. Vous vous souviendrez de vos mots. Vous vous souviendrez de votre nom. Vous vous souviendrez du combat de vos ancêtres et vous vous souviendrez de toute votre histoire, les deux pieds sur votre terre. Vous aurez vaincu la peur d'être ce que vous êtes et d'être pointé du doigt pour l'être. Vous ne vous maquillerez plus pour cacher votre visage. Vous ne baragouinerez plus coupablement quelques autres langues pour étouffer vos propres mots. Vous aurez brisé votre petit miroir rassurant. Vous aurez cessé de fredonner un air qui raconte vos louanges chimériques. Vous vous serez mis au travail, comme le faisant vos ancêtres de Nouvelle-France. Vous essayerez de faire aussi bien qu'eux. Vous aurez compris que ce sera dur, très dur, et vous les invoquerez à genoux dans vos prières aux moments les plus difficiles, quand quelques citoyens du monde viendront cracher sur votre tête du haut de leurs prétentions universalisantes. Vous vous souviendrez que vous étiez jadis l'un d'eux. Ce jour-là, vous aurez cessé d'être un citoyen de votre monde faux pour devenir un homme vrai du monde vrai, dans votre vrai pays. Alors, Thierry Vincent, je vais lire, comme d'habitude, chaque semaine, L'art de la guerre de Sun Tzu, tel que traduit par le père Amiot en 1772. Résumé de l'article précédent, ce que Sun Tzu disait, c'est que notre défaite dépend de nous, de nos erreurs, et notre victoire dépend le plus souvent des fautes de l'adversaire. C'est au général à décider quand est-ce qu'on attaque et quand est-ce qu'on se défend plutôt. Se défendre, en quelques mots, c'est se fondre dans le sol, c'est devenir invisible.
Attaquer, c'est être le plus retentissant possible, le plus visible possible et être présent partout. Le général habile a tant calculé et a tant préparé ses affaires qu'il sait qu'il va gagner avant même de lancer l'attaque. Le général ne promet jamais la victoire à ses troupes, il promet le combat. C'est comme ça qu'il est victorieux. Les troupes qui aiment le combat sont assurées d'être victorieuses. Celles qui ne veulent que la victoire risquent de sombrer dans la paresse et la mollesse. Et pour finir, c'est en s'appuyant sur une parfaite connaissance du terrain et de l'histoire des batailles du passé que le général réussit à gagner ses guerres. Article 5. De la contenance. Sun Tzu dit « Généralement, le commandement du grand nombre est le même que pour le petit nombre. Ce n'est qu'une question d'organisation. Contrôler le grand et le petit nombre n'est qu'une seule et même chose. Ce n'est qu'une question de formation et de transmission des signaux. Ayez les noms de tous les officiers, tant généraux que subalternes. Inscrivez-les dans un catalogue à part, avec la note des talents et de la capacité de chacun d'eux, afin de pouvoir les employer avec avantage lorsque l'occasion en sera venue. Faites en sorte que tous ceux que vous devez commander soient persuadés que votre principale attention est de les préserver de tout dommage. Les troupes que vous ferez avancer contre l'ennemi doivent être comme des pierres que vous lanceriez contre des œufs. De vous à l'ennemi, il ne doit y avoir d'autre différence que celle du fort au faible. Il ne doit y avoir d'autre différence que celle du vide au plein. La certitude de soutenir l'attaque de l'ennemi sans subir une défaite est fonction de la combinaison entre l'utilisation directe et indirecte des forces. Usez généralement des forces directes pour engager la bataille et des forces indirectes pour emporter la décision. Les ressources de ceux qui sont habiles dans l'utilisation des forces indirectes sont aussi infinies que celles des cieux et de la terre, et aussi inépuisables que le cours des grandes rivières. Attaquez à découvert, mais soyez vainqueurs en secret. Voilà en peu de mots en quoi consiste l'habileté et toute la perfection même du gouvernement des troupes. Le grand jour et les ténèbres, l'apparent et le secret. Voilà tout l'art. Ceux qui le possèdent sont comparables au ciel et à la terre, dont les mouvements ne sont jamais sans effet. Ils ressemblent aux fleuves et aux mers, dont les eaux ne sauraient tarir. Fussent-ils plongés dans les ténèbres de la mort, ils peuvent revenir à la vie. Comme le soleil et la lune, ils ont le temps où il faut se montrer et celui où il faut disparaître. Comme les 4 saisons, ils ont les variétés qui leur conviennent. Comme les 5 tons de la musique, comme les 5 couleurs, comme les 5 goûts, ils peuvent aller à l'infini. Car qui a jamais entendu tous les airs qui peuvent résulter de la différente combinaison des tons? Qui a jamais vu tout ce que peuvent présenter les couleurs différemment nuancées? Qui a jamais savouré tout ce que les goûts différemment tempérés peuvent offrir d'agréable ou de piquant? On n'assigne cependant que 5 couleurs et 5 sortes de goûts. Dans l'art militaire et dans le bon gouvernement des troupes, il n'y a certes que 2 sortes de forces. Leur combinaison étant sans limite, personne ne peut toutes les comprendre. Ces forces sont mutuellement productives et agissent entre elles. Ce serait dans la pratique une chaîne d'opérations dont on ne saurait voir le bout, tels ces anneaux multiples et entremêlés qu'il faut assembler pour former un annulaire. C'est comme une roue en mouvement qui n'a ni commencement ni fin. Dans l'art militaire, chaque opération particulière a des parties qui demandent le grand jour et des parties qui veulent les ténèbres du secret. Vouloir les assigner, cela ne se peut. Les circonstances peuvent seules les faire connaître et les déterminer. On oppose les plus grands quartiers de rochers à des eaux rapides dont on veut resserrer le lit. On n'emploie que des filets faibles et déliés pour prendre les petits oiseaux. Cependant, le fleuve rompt quelquefois ses digues après les avoir minées peu à peu, et les oiseaux viennent à bout de briser les chaînes qui les retiennent, à force de se débattre. C'est par son élan que l'eau des torrents se heurte contre les rochers. C'est sur la mesure de la distance que se règle le faucon pour briser le corps de sa proie. Ceux-là possèdent véritablement l'art de bien gouverner les troupes, qui ont su et qui savent rendre leur puissance formidable,
qui ont acquis une autorité sans borne, qui ne se laissent abattre par aucun événement, quelque fâcheux qu'il puisse être, qui ne font rien avec précipitation, qui se conduisent, lors même qu'ils sont surpris, avec le sang-froid qu'ils ont ordinairement dans les actions méditées et dans les cas prévus longtemps auparavant, et qui agissent toujours dans tout ce qu'ils font avec cette promptitude qui n'est guère que le fruit de l'habileté, jointe à une longue expérience. Ainsi, l'élan de celui qui est habile dans l'art de la guerre est irrésistible, et son attaque est réglée avec précision. Le potentiel de ces sortes de guerriers est comme celui de ces grands arcs totalement bandés. Tout plie sous leur coup, tout est renversé. Tel qu'un globe qui présente une égalité parfaite entre tous les points de sa surface, ils sont également forts partout. Partout leur résistance est la même. Dans le fort de la mêlée et d'un désordre apparent, ils savent garder un ordre que rien ne saurait interrompre. Ils font naître la force du sein même de la faiblesse. Ils font sortir le courage et la valeur du milieu de la poltronnerie et de la pusillanimité. Mais savoir garder un ordre merveilleux au milieu même du désordre, cela ne se peut sans avoir fait auparavant de profondes réflexions sur tous les événements qui peuvent arriver. Faire naître la force du sein même de la faiblesse, cela n'appartient qu'à ceux qui ont une puissance absolue et une autorité sans borne. Par le mot de puissance, il ne faut pas entendre ici domination, mais cette faculté qui fait qu'on peut réduire en acte tout ce qu'on se propose. Savoir faire sortir le courage et la valeur du milieu de la poltronnerie et de la pusillanimité, c'est être héros soi-même, c'est être plus que héros, c'est être au-dessus des plus intrépides. Un commandant habile recherche la victoire dans la situation et ne l'exige pas de ses subordonnés. Quelque grand, quelque merveilleux que tout cela paraisse. J'exige cependant quelque chose de plus encore de ceux qui gouvernent les troupes. C'est l'art de faire mouvoir à son gré les ennemis. Ceux qui le possèdent, cet art admirable, disposent de la contenance de leurs gens et de l'armée qu'ils commandent, de telle sorte qu'ils font venir l'ennemi toutes les fois qu'ils le jugent à propos. Ils savent faire des libéralités quand il convient. Ils en font même à ceux qu'ils veulent vaincre. Ils donnent à l'ennemi et l'ennemi reçoit. Ils lui abandonnent et il vient prendre. Ils sont prêts à tout. Ils profitent de toutes les circonstances. Toujours méfiants, ils font surveiller les subordonnés qu'ils emploient, et se méfiant d'eux-mêmes. Ils ne négligeront aucun moyen qui puisse leur être utile. Ils regardent les hommes contre lesquels ils doivent combattre comme des pierres ou des pièces de bois qu'ils seraient chargés de faire rouler de haut en bas. La pierre et le bois n'ont aucun mouvement de leur nature. S'ils sont une fois en repos, ils n'en sortent pas d'eux-mêmes, mais ils suivent le mouvement qu'on leur imprime. S'ils sont carrés, ils s'arrêtent d'abord. S'ils sont ronds, ils roulent jusqu'à ce qu'ils trouvent une résistance plus forte que la force qui leur était imprimée. Faites en sorte que l'ennemi soit entre vos mains, comme une pierre de figure ronde, que vous auriez à faire rouler d'une montagne qui aurait 1000 toises de haut. La force qui lui est imprimée est minime. Les résultats sont énormes. C'est en cela qu'on reconnaîtra que vous avez de la puissance et de l'autorité. Merci. D'autres textes, d'autres discours. Donc, place à la parole libre. Que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe. N'importe quoi. Bonjour, André Lepage de Saint-Hubert. J'aimerais parler d'actualité. Nous sommes dans la période des fêtes, la période de Noël que certains n'aiment pas dire, mais moi, je suis prêt à le dire. Hier, je suis allé au promenade Saint-Bruno. Et comme vous savez, dernièrement, il y a eu une manifestation pour l'affichage de la loi 101, l'esprit de la loi 101. Et j'ai regardé les enseignes des commerces. Et je me suis arrêté à une MEX, M-E-X-X, comme fou. Puis il n'y a rien d'autre. Est-ce que c'est français, est-ce que c'est anglais? Bon, disons que c'est
neutre. Mais l'autre porte, c'est marqué aussi Retz. En dessous, c'est marqué Men. Puis il y avait une autre porte aussi avec une autre enseigne, c'était marqué Retz. En dessous, c'était Children, je pense. C'est ça, ça n'a pas l'air trop dans l'esprit de la loi 100. C'est ça que je voulais ajouter. Et aussi, je faisais voir les cadeaux. J'ai arrêté chez Canadian Tower mercredi soir, à 5h, à 6h. Non, une demi-heure. J'ai écouté la musique d'ambiance. Moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune, tout le mois de décembre, on entendait de la musique. Elle était presque exclusivement en français. Mais hier, chez Canadian Tower, je sais pas, là, ils ont mis un CD là, qui durait pas une demi-heure, un CD, probablement. Puis là, le CD, ils ont joué 2 fois les mêmes chansons. Je me suis dit, non. Ça, c'est Canadian Tower, c'est pas dans l'ouest de la ville, là, dans la ville. C'est à Saint-Hubert, la population, c'est 80% francophone. C'est pas de la forme, c'est francophone. Et qu'est-ce qu'on entend? La musique en anglais. Je vais faire mon épicerie chez IGA. Peut-être 80% anglophone, puis bon 5, 10% en français. Et je me promets d'écrire une lettre à IGA. Et qu'est-ce qui me motive surtout à le faire? C'est le mouvement qui se fait présentement sur l'Internet. Et pas sur Internet, excusez, dans les journaux. Les gens maintenant dénoncent leur employeur qui sont supposés d'être travailler en français, mais ils ne savaient pas que c'était pas une obligation, mais c'était selon la loi 101. C'est une obligation de l'employeur de faire travailler leurs employés en français. Mais par contre, ils ont des, pour Bombardier en particulier, ils ont, je me souviens pas du mot, là, des exceptions. Paraît-il, Bombardier, oh, pauvre compagnie, ils achètent des produits d'ailleurs dans le monde. De Chine, je sais pas, c'est en anglais en Chine, des Indes, aux États-Unis, puis tout, eux, ils disent à leurs employés francophones, vous devez parler anglais. Mais lorsqu'ils offrent un poste Bombardier et autres compagnies, à un anglophone, ils ne leur demandent pas parlez-vous français. Parler l'anglais, c'est bien. Mais aux francophones de service du Québec, ils leur disent non, parle-tu anglais. Si tu ne parles pas anglais, on n'a même pas une job de veilleur pour toi. En tout cas, s'il arrive quelqu'un qui ne sait pas parler l'anglais, qu'est-ce que tu vas faire? T'es mal pris, hein? Trouve-toi une job ailleurs. Il y avait d'autres choses à dire, il y a des notes ici, puis laisse à l'autre le soin d'en parler. Merci. Et joyeux Noël. Pablo. Il y a une semaine, Hugo Chávez a créé la CELAC, Communauté des États latino-américains et des Caraïbes. Puis elle laisse dehors le Canada et les États-Unis, dehors de négociations. Parce qu'avant, existait encore la OEA, Organización des États américains. Et lorsque Bolívar a expulsé les Espagnols, il y avait une chicane à l'intérieur parce qu'il y avait des gens qui disaient on va mettre les Américains parce que c'est partie de l'Amérique. Et Bolívar a dit non, c'est juste l'Amérique latine. Et finalement, Hugo Chávez a décidé de mettre les Caraïbes. C'est comme si, mettons, si on devient un pays, c'est bien sûr qu'on serait dans la CELAC. Et puis voilà, c'était un éxito. Le seul président qui a
qui a manqué à ce rendez-vous, c'était le président Santos de la Colombie. C'est normal, c'est le pion des Américains. C'est le seul pays de droite de l'Amérique du Sud qui existe encore, mais il y a de bonnes nouvelles. On vient d'élire le maire de la ville, Bogotá, ex-guerrillero, et c'est une bonne nouvelle parce que la gauche commence à prendre le pouvoir. Et la semaine passée aussi, moi je crois pas ce qu'on appelle ça aux coïncidences, mais coïncidence. Et vous savez que les camps conservateurs ont devenu majoritaires et c'est ça, Harper fait tout ça dans le possible pour anéantir de plus en plus le Québec. Il a un rendez-vous avec Obama pour un nom de la sécurité. Ça veut dire, si vous voulez faire des affaires avec nous, c'est la sécurité d'abord, puis voilà. Stephen Harper est allé avec le genou, se agenouiller devant l'Empire, puis a accepté ça. Ça veut dire que dans peu de temps, on va avoir des douaniers américains, mais elle est née dans notre port de Montréal. Et les gens pensent que c'est une blague, non, c'est pas une blague, c'est comme ça. Sauf que les médias parlent pas de ça, mais on vient encore de perdre notre souveraineté. Alors, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que c'est comme le drapeau canadien, c'est une bonne nouvelle parce qu'une fois qu'on va avoir des drapeaux canadiens, les gens vont savoir qu'il faut sortir notre drapeau. C'est une bonne nouvelle et c'est comme moins raisonnable. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, ah oui, c'est vrai que notre tradition, c'est l'église catholique. Okay. On va reprendre ça. C'est ça, moi je trouve ça une bonne nouvelle Kyoto. Parce que les gens vont dire, oh, ils vont l'envoyer la semaine prochaine. Cette semaine, Harper m'a envoyé des lobbyistes pétroliers. Parce que l'Union européenne a décidé de classifier tout le pétrole le plus propre possible. Puis l'Alberta se trouve derrière. Mais Stephen Harper va envoyer des gens pour dire non, c'est pas vrai. Et en plus, payer pour notre argent. Okay? Pour dire ça, qu'on pense le contraire. Parce que c'est pas. Ils vont pas dire non, les Québécois pensent différent, non, c'est le Canada. Puis on est une province encore, je m'excuse les mots qu'ils utilisent. Mais tant qu'on fait partie du Canada, on est tout dans les trous. On ne peut pas parler différemment. Et c'est une bonne intervention. Merci. Je vais juste parler de l'accord de libre-échange Canada-Europe. Il y avait une conférence de presse que je vous invite à consulter avec les députés indépendants et Amir Kadir. C'était Mme Baudouin et Bézigouzi et Lisette Lapointe et Amir Kadir qui exprimaient que en commission, il allait savoir un peu plus ce qui se passait avec les négociations d'accord du libre-échange Canada-Europe. Et finalement, à ce qui paraît, les médias en parlent et tout ça, finalement Johnson, la première ronde de négociation, quand il s'est présenté en commission, il expliquait qu'il n'était pas au courant des décisions, etc., etc. Et à ce que j'ai su, il n'a pas été en mesure de donner des réponses satisfaisantes. Et puis, la conférence de presse est intéressante parce qu'elle dit que finalement, ce serait... Ce que Mme Baudouin a souligné, c'est que chaque accord qu'il y a eu économique concernant en Amérique, que ce soit le libre-échange, que ce soit la ZLEA, que ce soit l'ALENA, que ce soit toutes ces choses-là, il y avait des gens qui étaient en mesure d'accéder aux négociations et de rendre les négociations publiques et de faire comprendre en quoi ce serait quoi les impacts économiques. Et puis là, ce qui se passe, c'est que c'est à huis clos et ça concerne les provinces. Ce que Louise Baudouin dit, c'est que pour la première fois, des accords économiques internationaux entre l'Europe et le Canada
vont aller toucher à des domaines de compétences provinciales, c'est-à-dire les marchés publics, la culture, etc., etc. Donc, dans le fond, c'est de dire que les entreprises américaines peuvent venir au Québec et décider que la culture québécoise, dans les champs de compétences municipales et provinciales, ils pourraient influencer les décisions prises par rapport au budget de la culture ou des choses comme ça. Et Mme Beaudoin expliquait que la commission sur la diversité culturelle qu'elle a fondée, qu'elle a écrit avec d'autres députés, je crois, que ça se battait à l'encontre de ça, que ça se battait, que ça allait à l'encontre justement de ces choses-là qui sont sur la table et qui sont pas expliquées par quelqu'un qui est supposé qui est là, qui est supposé parler en notre nom. Et ça a été fait à la demande des Européens, que les provinces soient présentes. Et donc, M. Johnson est supposé représenter le gouvernement du Québec. À partir de... Bon, puis là, on ne parlera pas des influences et du conflit d'intérêts, parce que les médias en parlent assez. Mais c'est juste l'idée, dans le fond, ce qui est à comprendre, c'est que, contrairement à d'habitude, il y a un grand vide démocratique parce qu'il n'y a personne qui est là pour nous expliquer concrètement quels vont être les impacts de ces négociations-là. Et puis là, ils sont rendus en 9e ou 10e ronde de négociations, c'est-à-dire qu'ils ont jasé de tout ce qu'il y avait à jaser, et puis là, ils sont en train de décider ce qui va se passer. Et puis, le public n'est pas au courant. On peut parler de Marjorie, puis on peut parler de l'intimidation, puis on peut parler de Facebook, puis on peut parler des petits meurtres un peu partout, et puis... Mais on parlera pas que au mois de janvier, au mois de février, ou je sais pas quand, on va se réveiller un matin et puis on sera plus dans le Québec. Ça, on en parle très rarement. Moi, j'en reviens pas quand il y a des conférences de presse avec ces ministres, ces députés élus-là. Et puis tu regardes les deux bulletins de nouvelles, que ce soit Radio-Canada ou LCN ou TVA, mais on coupe la conférence de presse pour donner des commentaires. Donc, on n'écoute plus ce que les gens sont en train de répondre aux questions de presse. Enfin. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très important et que les gens ne parlent pas beaucoup. On parle de la langue, on parle de Bonaventure, on parle des libéraux, on parle de... Ben oui, c'est tout rattaché, tu sais, ça a tout un lien. Mais... je trouve que ça, c'est la chose la plus importante et qui n'est pas assez discutée au Québec, dans les médias traditionnels et même entre nous, même au niveau de l'indignation. Je veux dire, tous les petits mouvements contestataires, les manifestations, tout ça, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui est fait en fonction de ça ou qui se bat contre cette idée-là que c'est normal qu'on ne soit pas au courant. Il y a des négociations d'un continent à l'autre. C'est pas entre l'Amérique du Nord, centrale et sud. Là, c'est l'autre côté de l'Atlantique. Et puis on n'est pas capable d'avoir des renseignements clairs et nécessaires sur c'est quoi ces négociations-là. Donc c'est ça. Bonjour, encore moi, André Lepage. Hier, je reçois par courriel d'un ex-journaliste qui envoie beaucoup d'informations et qui prend pas dans nos médias nationaux. Vous savez qu'il parle de rien de sérieux. Mais sur Internet, un site en particulier, il appelle L'Éveil 2011. SY120jonathan.net. C'est ça, j'ai cliqué là-dessus. Il faisait référence à la Chine rejoint la Russie. Ça a l'air d'être sérieux, hein? Puis la Russie a dit aux Américains que vous ne touchez pas à l'Iran, vous ne touchez pas à la Syrie. Puis, un point, c'est tout. La Chine se sont prêts
il dit la même chose que les Russes. Et dans sa lettre-là, il parlait aussi de l'armée américaine, paraît-il, aurait causé la grippe ou la pandémie espagnole. Il accuse l'armée américaine d'avoir causé la grippe espagnole. Il y a seulement 500 millions de morts. Présentement, il faisait un lien avec ce que les Américains pensent peut-être faire avec la grippe aviaire, là, qui pourrait peut-être se servir de ça là, en Iran, en Syrie. Vous savez, ça déborde, c'est sûr, mais ils s'en foutent, paraît-il. La population mondiale devrait la réduire de 2 milliards. À qui devons-nous de mettre notre confiance aux Russes, aux Chinois, aux Américains? Je vous laisse répondre. Québécois. À répondre. Mais oui, chacun québécois, oui. Il y a aussi, il y a Jefferson, un président américain, il y a 200 ans, aurait dit aux Américains, au peuple américain, ne laissez pas les banques contrôler votre monnaie. Là, vous savez que ce qui se passe présentement, c'est les banques qui contrôlent la monnaie. Puis, on est endettés tout par-dessus la tête. Les Américains ont une dette assez énorme, là. Je pense qu'ils ne peuvent même pas payer leurs intérêts présentement. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Jefferson disait, disait qu'il va venir un temps que les Américains n'auront même plus leur maison pour s'habiter. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 2 ans là, avec la bulle immobilière? Il y a des milliers, pour ne pas dire un mauvais exemple, pour dire 1 million d'Américains qui ont perdu leur maison. C'est de quoi, là? Perdre la maison, pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas rembourser le capital. C'est correct, mais c'est les intérêts. Les intérêts, où ça va ces intérêts-là? Là? Ça va dans la poche des banques à qui ça appartient à des riches. Puis, une question, là. Qu'est-ce qui est plus important encore? C'est l'argent, d'où elle vient. Elle vient de nulle part. L'argent créé, vous allez à la banque, vous demandez à la banque, je veux m'acheter une maison, ils disent, vous travaillez, combler votre maison, ils font des petites enquêtes, ils font un chèque de 200 000 $, vous prenez le chèque, vous le donnez au constructeur, le notaire, il fait la job, le notaire, lui, il met ça à la banque, 200 000 $. Ils ont créé 200 000 $. Là, le mois qui suit, on rembourse, mettons, 1 000 $, de capital et plus les intérêts. Ça, c'est de l'argent qu'il vient de faire. Il vient de faire, mettons, 100 $ d'intérêt dans le mois, et ainsi de suite. Là. Ça prend 30 ans à rembourser. Ça veut dire qu'on a emprunté 200 000 $, on rembourse 400 000 $, puis le jeu est fait. Et les banques encore font de l'argent. Merci. Quelqu'un d'autre? OK. On va lire la déclaration. Alors, nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir par la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire,
Les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé au Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence.